Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est le meilleur jour de la semaine parce que forcément on est vendredi et c'est donc bientôt le week-end. Vous êtes actuellement dans Dev Café, votre émission autour de l'actualité du développement mobile et c'est chaque matin à partir de 7h sur cette même chaîne YouTube. Et ce que je vous propose c'est qu'on enchaîne tout de suite avec les actualités du jour. On commence avec les développeurs Android puisqu'il y a une nouvelle version de l'IDE, à savoir Android Studio qui est disponible en version stable. Cette nouvelle version stable d'ailleurs elle porte le doux nom de Dolphin. On va voir qu'il y a plusieurs nouveautés autour de Jetpack Compose et on commence autour des animations. Donc là ce qui est super intéressant c'est que lorsque vous allez avoir une animation, ça va vous permettre d'une part de la prévisualiser en direct ici avec une timeline, mais en plus si dans cette animation il y a plusieurs sous-animations, vous allez pouvoir régler les différentes sous-animations pour pouvoir bien voir est-ce que c'est bien aligné, est-ce que tout s'enchaîne super bien. Et bien voilà, vous allez avoir cette possibilité là, c'est super intéressant, tout est graphique en plus. Toujours sur Compose, vous allez avoir la possibilité d'avoir le nombre de recompositions, c'est-à-dire le nombre de fois où ça se redessine à l'écran. Donc vous voyez ici, vous allez dans le Layout Inspector, vous lancez et ça va vous dire, bah tiens, ça a mis tant de fois à se redessiner. Ça va vous permettre de savoir est-ce qu'il y a un problème ou pas. En plus de Jetpack Compose, il y a des nouveautés autour de Wear OS. La première, ça tourne autour de l'appairage d'une montre. Et pour ce qui est de la deuxième nouveauté, juste si on regarde l'émulateur Android, vous savez que sur le côté, il y a plein de boutons qui sont disponibles. Et bien, il va y avoir exactement la même chose pour ce qui est de l'émulateur Wear OS, avec vraiment bien toutes les fonctionnalités qui seront accessibles par ce moyen-là. La deuxième grosse autre fonctionnalité, c'est autour de Logcat. Vous voyez, tout a été refait. Il y a maintenant des couleurs ici, la possibilité de bien voir les éléments dans des colonnes. C'est super bien fait. Vous allez également avoir la possibilité non pas d'avoir une seule fenêtre comme c'est le cas aujourd'hui, mais plusieurs. Comme ça, vous allez pouvoir avoir différents filtres. Et ensuite, ce qui est super intéressant, c'est que ces différents filtres vont être préservés au fur et à mesure des sessions. Et pareil, si vous relancez une application, auparavant le Logcat il s'arrêtait pour redémarrer, vous allez pouvoir voir comme ici que ça redémarre automatiquement. Et enfin, dernière fonctionnalité qui est super intéressante, c'est pour Gradle et les tests. Vous allez pouvoir indiquer dans les fichiers Gradle quel device virtuel vous voulez utiliser pour exécuter justement ces tests. Il y a d'autres nouveautés, mais je y passe assez rapidement dessus. Surtout, n'hésitez pas à regarder la vidéo qui est en commentaire puisque vous allez voir les différentes nouvelles fonctionnalités présentées de manière visuelle, ce qui est quand même un peu plus sympa. Ensuite, on va se parler du Google Play et d'une très vieille fonctionnalité parce que c'était en août 2021 et Google avait indiqué que pour le début 2022, les avis affichés sur le Google Play seraient désormais les mêmes par type de téléphone ou par type de device en général. Donc si vous avez un téléphone, vous allez avoir des gens avec un téléphone, si vous avez une tablette, avec une tablette, etc., etc. Finalement, il était question du début 2022 et a priori c'est disponible que depuis maintenant puisque désormais vous voyez que cela indique que les avis sont du même type de terminal. On laisse Android ici de côté pour aujourd'hui et maintenant on va s'intéresser au gros rachat qu'il y a eu hier. C'est tout simplement Adobe qui a racheté Figma, donc ça a fait plutôt pas mal parler dans la communauté. Et le CEO de Figma explique justement pourquoi il a accepté ce rachat. Donc pour lui, ça va dans deux sens. Donc d'une part, ça leur permet d'avoir accès à toute la technologie Adobe, donc c'est-à-dire la 3D, la vidéo, l'illustration, la photo, etc., etc. Et ce qui l'indique, c'est bien que Figma va rester comme Figma fonctionne aujourd'hui, c'est-à-dire finalement de manière relativement indépendante. Au niveau des tarifs, il indique qu'il n'y aura aucun changement, donc ce sera les mêmes tarifs, et surtout il indique avoir bataillé a priori avec Adobe pour justement avoir une version gratuite pour tous les étudiants, et ça va être bien conservé, donc c'est une bonne nouvelle. Et d'ailleurs, le sondage du jour sera autour de Figma. On prend maintenant quelques secondes de pause pour regarder l'actualité en bref. Appright, le backend as a service totalement open source, vient de franchir le cap symbolique de la version 1.0. Pour l'occasion, les systèmes de permission et de requêtage ont notamment été grandement améliorés. On s'intéresse maintenant à Google Cloud, le troisième acteur bien loin derrière AWS et Azure qui voit une opportunité de plus de 100 milliards de dollars en Europe et en Asie. Pour cela, il souhaite mettre en place des Trusted Partners Cloud pour aider ses clients à être en conformité avec le RGPD. Cela consiste à nouer des partenariats avec les fournisseurs locaux de data centers qui fourniraient alors les différents services de la Google Cloud Platform. L'ampleur du projet est telle que tous les employés ont été redirigés vers ce programme. Moins réjouissant cette fois-ci, un ingénieur de chez DeepMind, la filiale en charge de l'intelligence artificielle de chez Google, a publié un papier dans lequel il estime que l'IA pourrait tout simplement éliminer l'humanité. Dans une série de tweets, il explique que la partie d'une IA visant à classer les résultats pourrait être détournée pour mener à une catastrophe.
Un tel scénario qui n'était à présent que possible serait selon lui probable. N'hésitez pas à lire l'article de Vice en description qui vous explique mieux la situation. En 2016, HP a déployé une mise à jour soi-disant pour améliorer la sécurité de ses imprimantes. Cela consistait en réalité à refuser tout consommable ne venant pas de HP lui-même. Un procès avait alors été lancé en Europe et avant d'attendre le résultat, HP a accepté de verser 1,350 milliard de dollars en compensation. Finissons tout de même sur une note positive avec un développeur qui en avait marre d'attendre pendant les temps de transfert de fichiers sur Windows. Il en a donc créé un jeu dont le code source est disponible sur GitHub. On continue dans l'univers Apple où il y a une toute petite mise à jour côté iOS et c'est la version 16.0.1 et en l'occurrence voici les différentes nouveautés, donc il y en a exactement 3. La première c'est autour de la migration, donc quand vous allez acheter un nouvel iPhone 14, la seconde c'est au niveau des photos et enfin le dernier c'est autour de la partie entreprise. Donc voilà, c'est des petites corrections de bugs, rien de très énorme. En revanche, il y a un gros bug qui existe dans iOS 16 et peut-être probablement dans la .1 aussi. Exactement, c'est quand vous utilisez les gestes à 3 doigts et ça peut impacter a priori plutôt les jeux que les applications parce que c'est assez rare qu'on l'utilise sur les applications. Par exemple, quand vous essayez de faire du pinch to zoom avec 3 doigts, au lieu de justement zoomer ou dézoomer, à la place il affiche le menu contextuel qui correspond à si on avait swipé. Donc voilà, c'est un bug, mais finalement relativement conséquent parce que si vous utilisez des jeux et dans ces jeux il y a justement les gestes à 3 doigts, eh bien vous allez potentiellement avoir des problèmes. Donc ce que certains développeurs indiquent pour l'heure, c'est de ne pas basculer vers iOS 16 si justement vous avez des jeux qui sont dans ce cas-là. On va terminer par un sujet autour de la publicité qui à mon avis va vous faire réagir. Donc comme vous le savez, d'une manière générale, de plus en plus cette publicité elle est restreinte et côté iOS vous avez l'App Tracking Transparency qui est disponible déjà depuis plusieurs mois. Et là finalement ce qui pourrait arriver, c'est que les opérateurs vous donnent un identifiant publicitaire et vous ne pourriez rien dire par rapport à ça. Alors je vous explique un peu mieux. Donc c'est en Allemagne et avec Vodafone, ils sont en train de mettre en place un identifiant publicitaire et contrairement au navigateur où vous pouvez dire oui ou non, et là c'est carrément au niveau de l'opérateur qui lui va vous attribuer un identifiant unique. Eux justifient ce choix en indiquant qu'aujourd'hui internet est gratuit et qu'ils veulent le garder et que pour cela il faut qu'il y ait de la publicité et que finalement il faudrait retourner à l'ancienne situation où justement vous aviez un peu moins de vie privée et un peu moins de choix autour de la publicité. Ce que Vodafone indique, c'est que TrustPID, qui est le nom de la fonctionnalité, vous générera un identifiant aléatoire à chaque fois. Et cet article conclut qu'en Allemagne, ça va concerner Deutsche Telekom et donc Vodafone pour cette espèce de super cookie. Mais là, on se parle uniquement de l'Allemagne et le problème, c'est qu'il va y avoir également la même chose en France. Cette information, elle vient du site Minted, mais quand on regarde leur historique, ils ont plein d'informations qui se sont révélées vraies. Ce qu'ils indiquent, c'est qu'il y aurait Orange, Bouygues et SFR qui seraient intéressés en France, donc a priori pas Free. À l'heure actuelle, on serait uniquement en période de test parce que certes, les opérateurs sont choisis, mais il faut aussi des annonceurs, et à l'heure actuelle, ils sont en train de chercher justement ces annonceurs. Plus précisément, la manière dont ça va fonctionner, c'est lorsque un téléphone se connecte à une antenne 3G, 4G, 5G, il y a un identifiant unique qui est généré, et cet identifiant va perdurer jusqu'à la fin d'une session. Et là où c'est relativement dangereux, entre guillemets, c'est que si vous basculez en Wi-Fi, cet identifiant, il va vous suivre. Mais en réalité, si on regarde bien, il n'y a pas un identifiant, mais deux. Donc il y a le Martech Token et l'AdTech Token. Le Martech, il est là finalement pour aider à personnaliser l'expérience, personnaliser le contenu qui sera diffusé. Par contre, l'AdTech Token, c'est bien l'ID publicitaire, et lui, c'est celui-là qui va être vendu à prix cher, parce que forcément, ça va vous permettre d'identifier un utilisateur. Et l'avantage de ce token, c'est qu'il est à la fois cross-site et cross-app, parce que finalement, c'est votre téléphone, en général, qui a un identifiant. Pour que ça puisse fonctionner, il faudra bien évidemment ajouter du code, soit sur les sites, soit sur les applications, pour justement récupérer cette information-là. Et pour ce qui est de la partie GDPR, par contre, c'est là où ça coince un tout petit peu, c'est que forcément, il va falloir redemander le consentement de l'utilisateur. Donc si potentiellement vous voyez à nouveau les pop-up apparaître, c'est peut-être à cause de ça. La raison pour laquelle les opérateurs justement veulent bien être stricts côté GDPR, c'est qu'ils ont peur du retour de bâton, parce que potentiellement les utilisateurs pourraient ne pas être très chauds derrière cette fonctionnalité-là. Donc si les GAFA faisaient plein d'efforts pour justement avoir de la publicité, de la vie privée, donc vous voyez que c'est potentiellement les opérateurs français qui, eux, vont essayer de revenir à l'ancienne situation. Juste avant de s'arrêter, on va regarder les résultats au sondage d'hier, et en l'occurrence, je vous demandais comment est-ce que vous rechargez votre téléphone, est-ce que c'était avec uniquement un câble et ou avec la recharge sans fil. Plus de 65% a indiqué que vous le faites par câble uniquement, soit parce que la recharge sans fil est dispo ou pas sur votre téléphone. Vous utilisez un mélange entre les deux dans une trentaine de pourcents, et
uniquement la recharge sans fil, c'est dans 2%. Pour ce qui est du sondage du jour, je vous demande quel outil vous utilisez principalement pour ce qui est le design. Donc est-ce que c'est Figma, est-ce que c'est Sketch, est-ce que c'est Adobe XD, est-ce que c'est Photoshop, ou alors est-ce que c'en est un autre? Dans ce cas-là, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Pour répondre à cette question, vous avez soit le lien dans les commentaires, soit vous pouvez aller directement dans la partie communauté. Et voilà, c'était tout ce qu'il fallait retenir aujourd'hui autour de l'actualité du développement mobile. J'espère que ça vous a plu. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Vu qu'on est vendredi, je vous souhaite à tous un excellent week-end et je vous dis bien évidemment à lundi pour un prochain numéro de Dev Café.